La taxidermie, l'art de donner l'apparence du vivant à des animaux morts. Une bien étrange manie issue d'une tradition relevant à la fois de la chasse et de la collecte scientifique. Le mot taxidermie prend ses origines du grec taxis, ordre, arrangement, et de derma, peau, et désigne toutes ces techniques de préparation, de conservation et d'agencement de la peau d'un animal mort. On parle d'ailleurs aujourd'hui de naturalisation, terme plus général qui s'étend à la conservation d'autres organismes vivants, comme les plantes et les champignons. De même, ce mot désigne également d'autres pratiques de conservation de l'animal mort, comme la préservation dans l'alcool ou encore dans le formol. Mais pourquoi empaillons-nous les animaux ? Qu'est-ce qui nous pousse à faire cela ? On considère que la taxidermie prend ses origines au cours du XVIe siècle, période où les cabinets de curiosité voient le jour. Il existe, en Europe, un véritable engouement pour la collection d'objets rares, curieux et exotiques, et les animaux empaillés en font alors partie. Ces cabinets de curiosité deviendront plus tard les musées que nous connaissons, et certains présentent encore aujourd'hui de bien curieuses créatures. Dans son mémoire de recherche, Rachel Poliquin distingue 8 types de taxidermie. Les trophées de chasse, les spécimens d'histoire naturelle, les curiosités, comme les animaux à 2 têtes ou les animaux albinos, les espèces éteintes, les animaux familiers, les chimères et la rock taxidermie, la taxidermie anthropomorphique et les parties d'animaux utilisés comme objets utilitaires ou de décoration. Dans son mémoire de master, Sous la peau de l'animal naturalisé, approche anthropologique de la taxidermie, entre attachement, bricolage et petit arrangement, Isabelle Borsu apporte une idée intéressante sur le pourquoi de la taxidermie. C'est en m'inspirant de ses recherches, de diverses discussions avec Marie-Dominique Vandamer, conservatrice du musée zoologique de Strasbourg, et de la conférence de Rachel Poliquin, Taxidermy and the Poetics of Strangeness, que je vous propose ma propre réflexion sur le regard que nous portons sur les animaux empaillés. La taxidermie est née de l'envie de l'homme de prouver qu'il avait bien vu certains animaux. Lors des voyages des navigateurs en terre exotique, lorsque les explorateurs rencontraient une espèce qui leur était inconnue, ils n'avaient pas 40 moyens de prouver son existence. Les animaux survivant rarement à un long voyage de retour, le meilleur moyen de transporter leur trouvaille était de tanner la peau et de reconstituer l'animal après coup. C'est donc à partir de descriptions extrêmement vagues et incomplètes que les premières pièces de taxidermie furent produites, mais aussi à base de matériaux très loin d'être optimum. À l'époque, les peaux étaient souvent uniquement remplumées à base de différentes matières afin de leur donner du volume, empêchant les taxidermistes de pouvoir travailler la pose de l'animal, par exemple. La taxidermie de cette époque donne lieu à de superbes pièces de crabe taxidermie, et les méthodes de préservation de la peau n'étaient pas franchement optimum. Mais il faut avouer que la tronche du loup d'Hermann, un célèbre naturaliste strasbourgeois, n'en finit pas d'égayer mes soirées avec sa forme de loup patatiforme. Les méthodes de taxidermie ont par la suite évolué, et les références vivantes ou non, comme les photos et les animaux de zoo, ont facilité la modélisation de pièces finales. Et aujourd'hui, l'intérieur des pièces de taxidermie d'excellente qualité sont une véritable armature aux allures de muscles. Mais je ne suis pas là pour vous parler de l'évolution des méthodes de taxidermie. Et une pièce de peau n'est qu'une pièce de peau jusqu'à ce que l'on décide de lui donner vie. Et c'est donc un humain qui va façonner l'animal dans son nouvel état. Beaucoup de passionnés et de témoignages parlent de l'envie qu'ils ont de préserver la beauté d'un animal, qui les a, d'ailleurs, souvent frappés à la mort de celui-ci. C'est souvent la possibilité d'admirer l'animal avec une extrême proximité, car les animaux morts fuient rarement les humains, qui réveille chez les passionnés l'envie de figer l'animal dans l'instant. La proximité, c'est ici la chose qui m'a le plus frappée lorsque j'ai, pour la première fois, visité le Muséum zoologique de Strasbourg. En ayant eu la chance de visiter la réserve, j'ai pu, pour la première fois de ma vie, passer ma main dans la fourrure d'un loup, dans celle d'un zèbre ou d'un castor, observer au plus proche un puma en position d'attaque, posé avec des blaireaux, armé de hallebardes. Oui, de hallebardes, car la taxidermie est une œuvre humaine et l'homme peut donc y apposer ce qu'il veut. De nombreuses œuvres artistiques se servent d'animaux morts et humanisés pour faire porter leur message. Par exemple, Maurizio Cattelan se sert d'un écureuil pour représenter le suicide.
Là où la mise en scène d'un corps humain, dans une telle scène, aurait suscité chez l'individu un questionnement, la mise en route de son imagination autour de l'histoire de l'homme mort, l'écureuil, lui, nous laisse pantois, juste capable de nous demander pourquoi. Pascal Bernier, avec sa série Les accidents de chasse, met lui en scène l'exploitation de la nature par l'homme. Les animaux sont ici tout à fait normaux, mais ils portent des bandages, signe des maltraitances qu'ils ont subies. Mais la majorité des œuvres taxidermiques ne sont pas détournées de leur intérêt principal, représenter l'animal tel qu'il était vivant. Cependant, comme je l'ai dit précédemment, la taxidermie est une œuvre humaine. Alors représente-t-on l'animal ou une image humaine de l'animal? N'y applique-t-on pas une part de nous-mêmes? Les dioramas sont alors extrêmement intéressants à analyser. Le diorama, c'est un système de présentation par mise en situation d'un modèle d'exposition, le faisant apparaître dans son environnement habituel. Dans le cadre de la taxidermie, les plus emblématiques sont ceux du Muséum d'histoire naturelle de New York. Ceux-ci sont d'une beauté à couper le souffle, et les différentes photos que l'on peut voir de ces environnements pourraient laisser croire qu'il s'agit de véritables scènes prises dans la nature. Mais est-ce vraiment le cas ? Si l'on s'intéresse à un diorama du musée zoologique de Strasbourg, on peut y voir une biche allaiter son faon, le regardant avec un amour maternel. Non loin d'eux, un cerf en chef de famille brame. Une belle petite famille idéale, pour peu que l'on soit des êtres humains. Car le cerf ne brame que lors de sa quête amoureuse, et ce regard amoureux de mère n'est pas vraiment le trip des biches, occupées à surveiller les alentours pour éviter de se faire bouffer le cul. On met dans un diorama, et dans la taxidermie en général, une touche d'humain, d'anthropomorphisme, qu'il est difficile de nier. On représente dans un diorama ce que l'on veut représenter. Prenez un oiseau et placez-le au sol, il sera alors une proie. Prenez ce même oiseau et posez-le au sommet d'un arbre, il sera alors un prédateur. Tout cela n'est qu'une question de mise en scène, de point de vue. Quand on y pense, la taxidermie ne serait-elle pas juste une mise en scène où l'homme joue le rôle de chef de plateau? Et dans cette grande pièce de théâtre, où les acteurs ne sont que peau, l'homme peut y glisser ce qui lui chante. Et c'est sûrement là toute l'étrange beauté de la taxidermie.